Félix Brault, 1876-1951, né et demeurant à Cholet, est un employé de banque déjà plusieurs fois promu lorsque la Première Guerre mondiale éclate. Alors âgé de 38 ans, marié et père de 2 enfants, il est mobilisé en tant que sergent vaguemestre au 72e régiment d'infanterie territoriale. Après avoir assuré la défense du camp retranché de Paris jusqu'à début décembre 1914, lui et son régiment découvrent la guerre de tranchées dans l'Oise à Thiécourt et Élincourt-Sainte-Marguerite. Les notes prises par Félix Brault deviennent alors quasi quotidiennes. Au bout d'1 an, dans le nord-est de l'Oise, Brault et son unité partent dans le secteur de Verdun, mars et avril 1916, vers le Bois-Bourru, puis se trouvent dans le Soissonnais, Ambleny et Fontenoy de mai à début décembre 1916. De nouveau dans le secteur nord-ouest de l'Oise au cours de l'hiver 1916-1917, dans la région de Saint-Quentin, avril à juin 1917 et dans les Flandres à partir de juillet 1917. En distribuant quotidiennement le courrier à ses camarades, Félix Brault circule sans cesse avec sa bicyclette entre le front et l'arrière-front immédiat, ce qui lui permet, contrairement à la plupart des autres fantassins, d'élargir son horizon en ayant notamment des contacts très fréquents avec des civils. Dans ses 11 carnets, il décrit ses tournées et les lieux parcourus, évoque ses camarades et les habitants des lieux où il cantonne, rapporte les faits saillants, fait part de ses états d'âme ou encore s'interroge à plusieurs reprises sur le sens de sa guerre. Dans le cadre d'un projet pluridisciplinaire mené au cours de notre année scolaire, nous avons retranscrit ces 11 carnets en salle informatique. Cela nous a permis de suivre au jour le jour la vie de combattants, mais aussi de renforcer notre compétence en informatique, en histoire et en français. L'objectif ultime était de publier ce travail sous la forme d'un livre, ce que nous sommes parvenus à faire. Félix Brault, ayant été présent plus d'1 an dans un secteur se situant à une dizaine de kilomètres de notre collège, nous nous sommes également rendus sur ses traces, à la recherche de faits ou de lieux évoqués dans ses carnets. « 23 janvier 1915. Les Allemands ont beaucoup tiré toute la journée et envoyé force marmite. On leur a peu répondu. Résultat, de notre côté, ni morts ni blessés. Rapporté du bureau du colonel
porte-monnaie et livret du soldat Dulon Ernest, de la 2e compagnie tué hier. Le porte-monnaie contenait 15 francs 95 et une mèche de cheveux de sa femme et de ses enfants. Le sergent Fourier-Vallée me remet une lettre adressée à ce pauvre Dulon par sa femme. Triste chose que la guerre. « 3 octobre 1915. Retour par le coteau. Visite aux tombes françaises et allemandes. Bien des Français dorment à leur dernier sommeil. Il y a surtout les soldats du génie qui se sont bien battus. Un certain nombre de couronnes avec ces inscriptions. À mon mari, à mon frère, à mon fiancé, témoignent que les héros qui sont couchés là ont reçu la visite des membres de leur famille. Que d'espoir, que de projets se sont évanouis là. À gauche de ce petit cimetière, tombe allemande, assez vaste emplacement entouré, une croix est au milieu. 30 ou 40 Allemands, m'a-t-on dit, ont été enterrés là, pêle-mêle. Sur la croix, cette seule inscription Boche. Pourquoi ce mot? N'aurait-on pas plutôt pu mettre allemand? Le respect à la mort, il me semble, est mal observé. La vieille chevalerie française n'aurait pas toléré cela. Quels effets peut produire sur des neutres visitants de ce champ de repos ce mot Boche? Nos ennemis, je le sais, ne sont guère chevaleresques. Ici, nous sommes sur le site de l'Écouvillon, sur ce qu'on appelle le saillant de la Botte. Nous sommes en première ligne allemande. Donc le front se stabilise ici à partir du 16 septembre 1914. Vous avez énormément de combats dans le contexte de ce que l'on a appelé la course à la mer. Vous avez des centaines de morts, de tués le 16-17 septembre sur la plaine. Et ensuite, les Français et les Allemands commencent à construire leur première tranchée et le front se stabilise donc ici à partir de la 3e semaine de septembre 1914. Donc nous sommes dans le secteur allemand, nous sommes sur la première ligne de la première position et ce site a la particularité d'être un saillant, c'est-à-dire que les Français sont en face et également sur les côtés. Du coup, les Allemands vont considérablement renforcer cet endroit en creusant en 1915-1916 des réseaux de tunnels, en renforçant également leur position par des défenses qu'on appelle aériennes avec des blocos, des abris de mitrailleuses, des postes d'observation. Et alors cela s'explique pour différentes raisons, parce que par exemple, si vous allez du côté français, aujourd'hui, on a du mal à retrouver la première ligne française. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À partir de septembre 1914, la France est envahie. Donc la France veut chasser, veut bouter, comme dirait Jeanne d'Arc, l'Allemand hors de France. Ensuite, l'état-major français est fervent d'une doctrine offensive. Donc toujours attaquer, toujours attaquer. Et dernier aspect, à partir de 1915, vous le savez, vous l'avez vu avec moi, les Allemands sont pris en étau. Vous avez le front Est avec les Russes et le front Ouest avec les Français, les Anglais, etc. Et les Allemands se retrouvent en infériorité numérique. Donc ils ne peuvent pas attaquer et à l'Ouest et à l'Est. En 1915, ils décident de se mettre à l'Ouest sur la défensive pour reporter leurs efforts offensifs sur le front Est, c'est-à-dire contre les Russes.
Du coup, les combattants allemands vont se transformer en mineurs, en terrassiers, et ils vont considérablement s'efforcer de faire des travaux défensifs, leur permettant d'échapper aux conséquences des bombardements. Dimanche 21 novembre 1915, brouillard gelé. Midi, les Allemands envoient 6 obus de 105 sur Élincourt. Ils tombent aux environs de l'école, dont les carreaux des fenêtres donnant sur la rue sont brisés. Ils espéraient faire des victimes, cette heure correspondant à peu près avec l'heure de sortie de la grand-messe. C'est le 3e dimanche de suite qu'ils marmitent ce gentil pays. Fort heureusement, il n'y a pas de victimes. Mesdames Chaumont se réfugient chez monsieur le curé dans la cave. Comme elles s'y rendent, un obus éclate en face alors que mademoiselle Yvonne Chaumont se trouve sur le trottoir. Fort heureusement, elle n'est pas blessée, mais a eu grand peur. 14 octobre 1915. Après-midi, tournée habituelle à l'Écouvillon. Je visite le petit cimetière où reposent les soldats de plusieurs régiments tués à l'ennemi par là. Superbe monument élevé le long de la route, à l'entrée de ce petit cimetière. Sur le devant du monument, plaque sur laquelle sont inscrits les noms de tous ceux qui sont tombés. Sur un des côtés, en arrivant, figure cette inscription. Ils sont là, fauchés, par la mort au cours d'une ardente défense. Ô passants, enviez leur sort, ils ont régénéré la France. « 18 février 1915, matin, voyage au Resson, soir, promenade avec monsieur l'abbé, départ vers 4 heures, retour vers 6 heures, magnifique promenade du côté du moulin à vent de l'Écouvillon. Les canons tonnent de tous les côtés, un magnifique lièvre s'enfuit devant moi sur le haut de la colline, plus loin de belles perdrix s'envolent, superbe coucher de soleil direction Amiens, c'est très beau, effet de soleil superbe sur ces collines de Picardie. 6 mars 1915, promenade jusqu'au moulin à vent avec Romeuf, le canon tonne avec violence de la direction de Roye. De l'autre côté, les nôtres s'exercent au tir au fusil. À nos pieds, une tombe allemande. De tous côtés, traces de lutte, étuis de cartouches, sacs. Tout cela n'est pas folichon. Notre souvenir se rapporte auprès de nos chères familles restées là-bas au pays. Les reverra-t-on un jour ?